Avant d'entrer dans le vif du sujet sur les archives de l'environnement, comme vous êtes peut-être plusieurs à découvrir aujourd'hui les archives nationales, je voudrais commencer par vous présenter rapidement notre institution. Service à compétences nationales rattaché au ministère de la Culture, les archives nationales ont été créées en 1790. Elles ont toujours pour mission de collecter, de classer, d'inventorier, de conserver, de restaurer, de communiquer et de mettre en valeur les archives publiques provenant des administrations centrales de l'État. Les archives nationales conservent également des fonds privés d'intérêt national et dans notre site parisien, les fonds de l'Ancien Régime et les archives des notaires de Paris. La vocation première des archives nationales est essentiellement donc de conserver la mémoire des organes centraux de l'État, les archives de la présidence de la République, des services du Premier ministre, de tous les ministères, à quelques exceptions près, l'armée, les affaires étrangères et l'économie, et les archives d'institutions de l'État comme l'Assemblée nationale ou le Conseil d'État. Il s'agit là donc des archives publiques, c'est-à-dire des archives produites par des organismes publics. Mais les archives nationales conservent également des archives privées, c'est-à-dire des dossiers qui émanent de personnes privées, de familles ou d'associations, et dont la conservation présente un intérêt pour l'histoire à un niveau national. Je vais d'abord vous parler des archives publiques. Parmi ces archives, je vais vous présenter les fonds qui concernent plus particulièrement l'histoire de la protection de la nature. En premier lieu, il s'agit bien sûr des archives du ministère de l'Environnement depuis sa création en 1971. Comme le Code du patrimoine le prescrit, le ministère, comme toute institution publique, a l'obligation de nous verser ces archives qui ont une valeur historique. Après donc une phase de sélection et de classement pour identifier les archives qui ont une valeur historique, ces archives nous sont transmises par nos collègues de la mission des archives. Il s'agit de documents produits par l'administration centrale du ministère, des archives des ministres et de leurs conseillers, de l'inspection générale, ainsi que de toutes les directions et services administratifs, dont j'ai essayé de vous détailler un peu les principaux à l'origine du ministère, sachant que la direction de la nature et des paysages et la direction de l'eau ont aujourd'hui disparu. Mais parmi les archives publiques, les archives versées par le ministère, il y a aussi les archives des comités et commissions que auxquels le ministère fait appel à des fins de concertation et dont il assure la tutelle. Par exemple, le comité de l'environnement et le comité interministériel des parcs nationaux. Il y a aussi les archives des établissements et organismes sous la tutelle du ministère. Donc on a par exemple des fonds très importants comme ceux de l'ADEME, pour la maîtrise de l'énergie, ses prédécesseurs, puisque cette institution, cette agence est issue de la fusion de plusieurs institutions précédentes. On a aussi les archives du Conservatoire du littoral créé en 1975. En revanche, nous ne recevons pas les archives des services déconcentrés de l'État qui se trouvent dans les préfectures ou préfectures de région et qui sont versés auprès des services d'archives départementales. La complémentarité entre les sources du ministère de l'Environnement et les archives des associations de défense de l'environnement apparaît déjà dans les sources, dans les archives du ministère lui-même. Ici, dans les dossiers du cabinet de François Delmas, secrétaire d'État à l'environnement, en 1979, voici une note à l'attention du ministre en vue de la préparation d'un entretien du ministre avec plusieurs présidents d'associations. Donc, non, en fait, on ne voit pas très bien, je suis désolée, mais il y a les noms des présidents d'associations que le ministre allait rencontrer. Par ailleurs, d'autres dossiers de cabinet ministériel contiennent de la correspondance avec les associations de protection de l'environnement. En 2002, par exemple, j'ai trouvé un dossier du cabinet de Roselyne Bachelot qui fait le point sur les subventions accordées aux associations et les relations du ministère avec ces associations, notamment avec JNE qui est mentionné dans ce dossier. On trouve aussi dans les archives de l'Inspection générale de l'environnement des informations sur les relations entre le ministère et les associations qui sont vues comme des relais de l'action du ministère et des antennes sur le terrain permettant d'avoir connaissance de la réalité du terrain. Une proposition de loi donc, qui est ici sur la droite sur la possibilité d'action en justice pour les associations de protection de la nature et de défense de l'environnement
illustre la volonté de l'État de s'appuyer sur les associations. Dans les archives du ministère se trouvent également de nombreux rapports produits et transmis par les associations. Voilà pour un survol vraiment très rapide des ressources qu'on peut trouver dans les fonds versés par le ministère de l'Environnement. Mais ce serait une grande erreur de s'arrêter aux seules archives de ce ministère. Comme vous le savez, l'histoire de la protection de l'environnement s'inscrit dans un temps beaucoup plus long que les bientôt 50 ans d'existence du ministère. Les premières mesures publiques visant à protéger l'environnement avaient précédé de beaucoup la création d'un ministère dédié. Donc je vous ai mis quelques jalons parmi beaucoup d'autres qui ont marqué l'histoire de l'action publique en matière de protection de l'environnement avant la création du ministère en 1971. Des archives documentant ces politiques publiques sont évidemment aussi à rechercher dans les fonds d'autres institutions que celles du ministère. La liste de ces institutions est assez facile à reconstituer parce qu'il suffit de reprendre les compétences acquises par le ministère de l'Environnement à sa création et de voir qui les exerçait auparavant. Donc en 1971, le ministère avait reçu des compétences provenant par exemple du ministère de l'Industrie pour ce qui est de la sécurité industrielle et des installations classées, du ministère de la Santé, pour ce qui concerne la protection des populations contre les pollutions et les autres nuisances, du ministère de l'Agriculture pour la protection des milieux naturels, et du ministère de l'Intérieur pour la prévention des populations contre les risques naturels, tels que les inondations ou les séismes. Donc tout ça précède l'environnement, le ministère de l'Environnement en tout cas, mais concerne déjà la protection de l'environnement. Et il ne faut pas oublier les services du Premier ministre, à commencer par la DATAR, qui a des compétences très larges à partir de sa création en 1963, notamment en matière d'aménagement du territoire et de gestion de l'eau. Elle est à l'origine de la politique des parcs naturels régionaux. Donc avant et même après la création du ministère, il convient d'étendre ces recherches au-delà des archives du seul ministère de l'Environnement. Bien sûr, parmi les dossiers importants pour compléter les recherches dans les archives publiques, les archives privées sont essentielles pour retracer l'histoire de la protection de l'environnement. Sans les fonds d'associations donnés ou déposés, parallèlement aux archives des services publics, il serait difficile de faire l'histoire de la protection de la nature. Aux archives nationales, le département des archives privées conserve plusieurs fonds d'associations engagés dans la protection de la nature et de l'environnement. 6 grandes associations ont leurs archives ici. France Nature Environnement, les Amis de la Terre, l'Association pour les espaces naturels, qui s'appelle aujourd'hui Aménagement et Nature, la Société de protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'antenne française du World Wide Fund for Nature, WWF donc, et le fonds du Touring Club de France. Alors même si on peut penser que cette association a d'abord une vocation touristique, elle a aussi été un acteur important pour la protection de la nature et de l'environnement. Et parmi les fonds d'archives privées de personnes, on peut noter le fonds de Serge Antoine, qui était membre du cabinet du premier ministre de l'Environnement, Robert Poujade, en 1971, et qui a marqué l'histoire de ce ministère pendant plusieurs décennies. Donc dresser cet état des sources des archives privées montre qu'il y a bien une préoccupation de transmission qui anime les associations de protection de la nature et que des anniversaires, des commémorations comme le vôtre contribuent à renforcer. À travers ces dons et dépôts d'archives, on remarque qu'il y a eu une prise de conscience de la part des associations du besoin de transmettre leur mémoire, de transmettre la mémoire des combats menés en faveur de l'environnement à travers leur histoire. Et c'est à travers aussi ces archives d'associations, en consultant les fonds qui ont été donnés ou déposés, qu'on peut écrire aujourd'hui l'histoire de la protection de l'environnement. Alors pour remonter assez loin dans l'histoire de la protection de l'environnement, on découvre que la question de l'environnement se pose déjà à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, comme le montre le bulletin de la Société pour la protection des paysages de la France, fondé en 1901, dont vous avez ici l'un des premiers exemplaires conservés par le département des archives privées.
Dans le bulletin de 1902 est exposé le problème des forêts dénaturées par le passage des voies de chemin de fer. Ici, il s'agit de la forêt de Fontainebleau. Donc en 1902 déjà, on se pose la question de la protection à apporter pour cette forêt. Une association encore plus ancienne, celle du Touring Club de France dont je vous ai parlé, fondée en 1890, est vraiment tête de pont pour élaborer une législation en faveur des sites naturels. Cette association est à l'origine de la création en 1913 du premier parc national français, le parc de la Bérarde, rebaptisé Parc national des Écrins 60 ans plus tard. La formation de l'association des parcs nationaux avec la promotion de tels espaces protégés est à mettre au crédit du premier congrès forestier international organisé par le Touring Club de France à Paris en cette même année 1913. Et durant ces années, le Touring Club de France est assez actif. Un recueil de documents trouvés dans le fond qui s'étend de 1912 à 1919 fait état de toutes les actions menées par cette association, aussi diverses soient-elles, depuis la promotion du tourisme par l'installation de tables d'orientation, le développement de l'industrie hôtelière, jusqu'à la promotion du sport cycliste ou de montagne, en passant par la protection des parcs et de la nature, avec la conservation des sites forestiers. Les intérêts de ces fonds peuvent donc être multiples. Alors je vais me concentrer sur certaines thématiques qui transparaissent à travers ces fonds. Les documents qu'on y trouve et le volume accordé à certains thèmes permettent de se rendre compte des points d'action essentiels pour chaque association. Alors pour commencer bien sûr par JNE, et dans la suite de ce que je vous disais sur les parcs naturels et l'action du Touring Club de France, JNE mène des actions qui font davantage connaître certains sujets sur lesquels se mobilisent aussi d'autres associations. Ici par exemple, oui c'est à peu près lisible, en 1983, JNE avait organisé un colloque sur les parcs naturels et dans le dossier de préparation de ce colloque, j'ai retrouvé un courrier adressé par Pierre Pellerin au président de la République parmi de nombreuses autres invitations. JNE a aussi contribué à diffuser des informations pour l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, à l'occasion de son 50e anniversaire. On voit que les occasions de publier, de faire le point sur les actions menées se rejoignent parfois. Et cela permet de montrer aussi la large communication des différentes associations entre elles. On découvre des documents d'une association dans le fonds d'archives d'une autre association et inversement. Pour revenir à d'autres thématiques abordées par d'autres associations, dans le fonds de France Nature Environnement, on voit que l'un des sujets prégnants, c'est celui de la marée noire, qui a impliqué bien sûr d'autres associations. Et ici, les Amis de la Terre, qui ont fait réaliser de nombreuses affiches à l'esthétique assez remarquable, comme celle-ci qui appelle au boycott de la société Shell, jugée responsable de catastrophes comme les marées noires. Parmi les archives conservées dans le fonds des Amis de la Terre, toujours, d'autres problématiques sont abordées. Celles des années 1970 et 1980 évoquent déjà des sujets très actuels comme la question du choix entre l'énergie solaire et le nucléaire. À travers les documents que ces fonds d'archives recèlent, certains peuvent mettre en exergue les modes d'action et le fonctionnement des associations. Des actions plutôt intellectuelles à travers la rédaction de rapports, d'articles, l'organisation de colloques, ou des actions plutôt financières visant à mobiliser des adhérents. On y voit aussi des actions politiques dont ressortent le lobbying, la question de savoir, par exemple, comment au Parlement européen on peut faire voter des mesures de protection des oiseaux, ou la mise en place en France de lois comme la première loi écologique en 1906, pilotée par le président de la Société de protection des paysages de la France, Charles Bocquier. Le recours à la justice est aussi un moyen de donner de la visibilité au combat des associations. La mise en place de réseaux d'influence locaux et nationaux est visible à travers la correspondance avec des personnes issues de la société civile, des hommes politiques ou des institutions. Et pour cela, le développement d'un réseau international se manifeste par la constitution d'annuaires. JNE y a beaucoup travaillé. L'association a aussi contribué à encourager ce réseau international
par la création en 1993 de la Fédération internationale des journalistes de l'environnement, dont le premier congrès s'est réuni à Paris en 1994 à l'UNESCO. Donc vous en avez le programme à gauche. Et un autre congrès a eu lieu en 2002 au Muséum national d'histoire naturelle. Les archives privées, donc, que je viens de vous décrire à très grands traits, sont le complément naturel des archives publiques. Les chercheurs en ont besoin pour faire une histoire vraiment objective, et on y découvre des aspects plus cachés, plus intimes de cette histoire, des idées par exemple qui n'ont jamais abouti, qui ne laisseront pas de marque dans les archives publiques, mais qui témoignent d'une action menée par la société civile. On prend aussi conscience de l'importance de l'action des associations à côté de l'action publique. Outre le fait que les associations se sont emparées du sujet environnemental avant l'État, celles-ci s'associent pleinement à l'action publique en répondant aux sollicitations du gouvernement, par exemple par la rédaction de rapports. En retour, elles ont bénéficié du soutien de l'État par l'intermédiaire de subventions publiques et parfois même par l'octroi d'un agrément ou d'une délégation de services publics qui leur ont donné du poids et de la reconnaissance avec la possibilité de mener des actions en justice. C'est à ce moment-là qu'on peut retrouver aussi la trace des associations dans les fonds publics. Tous ces exemples montrent bien la nécessité de croiser les sources dans le cadre d'une recherche sur une problématique environnementale qui, par définition, touche l'ensemble des activités humaines. J'espère que cette brève présentation vous aura été utile et qu'elle vous incitera à venir consulter nos fonds, par simple curiosité ou pour les besoins de vos recherches. Je vous remercie.